Bonjour à tous. Ce matin, vendredi 24 avril, je vous propose une petite lecture à la page 206. Voilà. Alors, il y en a qui connaissent. Et voici ce que je vous propose. Donc, je vais lire ce texte. Et puis, à un moment donné, je vais faire volontairement 3 erreurs de lecture. Voilà. Et sans m'arrêter, évidemment. Et puis, il faudra mettre dans les commentaires quels sont les mots ou les choses que j'ai transformés. Voilà, donc je préviens à l'avance. Non, il y en aura 4 finalement. Un, 2, oui, 3, 4. D'accord. Et puis après, je vous inviterai à répondre à quelques questions. Donc il s'agit de l'aéropostale, page 106, en lecture. Donc, lecture. L'aéropostale, l'aventure de l'aéropostale, page 206. Voilà, mettez sur pause, prenez... Ouh, j'ai écrit assez droit pour une fois, c'est bien, je progresse. Voilà, c'est bon, on y est. Alors c'est parti. L'aéropostale, début du XXe siècle. Alors, il y a une petite carte qui indique ce que les premières... Le courrier, en fait. Comment on voyait le courrier dans des endroits très éloignés. C'est ça, l'aéropostale. D'accord. Le 12 septembre 1918, un jeune ingénieur, Pierre Latécoère, dépose au sous-secrétariat d'État à l'aéronautique le projet d'une ligne aérienne régulière Toulouse-Buenos Aires. C'est là une véritable folie. Si l'on pense que l'aviation vient à peine d'être créée et que les appareils en service sont encore bien rudimentaires, peu rapides, munis d'hélices en bois, dotés d'une autonomie restreinte, dépourvus de systèmes de freinage et de radio, ils ne sont guère susceptibles d'accomplir les performances nécessaires à l'exploitation de la ligne projetée. Pourtant, Latécoère se met courageusement au travail et dès le 25 décembre, il accomplit un premier vol d'études sur le tronçon Toulouse-Barcelone, Espagne. Son avion, un Salmon, sort vainqueur du survol des Pyrénées, réputé pour leurs violentes tempêtes. Dès 1919, le premier service postal est créé sur l'étape Toulouse-Rabat, Maroc. L'avion transporte un sac à courrier marqué PTT. Il ne contient aucune lettre. Il est symbolique. Arrivé à Rabat, il démontre que les difficultés de la traversée de l'Espagne sont vaincues et que le Maroc, désormais, est tout près de la France. Alors, les ralliements à l'idée de Latécoère se multiplient et une liaison régulière France-Maroc entre en service. Les lettres affluent et pendant les 6 premiers mois de 1920, on en transporte ainsi 800 000. Pour aider à les trier, on a bientôt l'idée de border leurs enveloppes d'un liseré rouge, ancêtre de la bordure bicolore que nous connaissons. En même temps, les pionniers de l'aéropostale continuent à viser le sud. La technique restera toujours la même. Tandis qu'on exploite un tronçon, alors là je fais une petite pause, un tronçon c'est un petit bout de parcours. Donc pendant qu'on fait régulièrement le parcours, on prépare le suivant. Voilà. On commence à bien maîtriser le petit tronçon, le petit bout, vous voyez, on voit les petits tronçons sur la carte de Toulouse, Barcelone, Casablanca, Villa Cisneros, Dakar, ensuite Natal, on traverse l'Atlantique, Rio, Buenos Aires, Santiago, etc. Voilà, par petits bouts, on ne traverse pas d'un coup. Alors, tronçon, je reprends, je suis en bas là. On prépare le suivant, mais au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la France, les difficultés s'accumulent. Il faut sans cesse tout prévoir. À chaque escale, on doit installer une réserve de bidons d'essence, dresser des hangars pour protéger les appareils des intempéries, installer un atelier pour les réparations urgentes, stocker des lots de pièces de rechange, sans radio ni radar. Il faut nécessairement naviguer à vue et les avions. Et les avions, pour rejoindre Dakar, Sénégal, suivent la côte. Oui, c'est plus simple de voir le... L'intérieur des terres, c'est le désert avec des nomades bien souvent hostiles à la France. Les incidents ne manquent pas, et plus d'un pilote, victime d'une panne, reste prisonnier des morts jusqu'au versement d'une lourde rançon. En 1923, cependant, on considère le désert apprivoisé et le 1er juin, un service régulier Toulouse-Casablanca-Dakar de 4650 km est assuré. Des noms s'attachent à ces premières victoires. L'ingénieur Pierre Latécoère, Didier Dora, l'infatigable organisateur, et beaucoup d'autres pilotes et mécaniciens dont le courage, la ténacité, le sang-froid et le dévouement à la cause du courrier permettent de vaincre tous les obstacles. Provisoirement, on décide que le courrier traversera l'Atlantique par bateau,
Mais les avions un jour seront capables de prendre le relais. Les dangers et les pièges du continent sud-africain sont grands et effraient les pilotes. Il faut d'abord apprendre à survoler la forêt brésilienne. Là, point de repère et peu de possibilités d'atterrissage. Il faut ensuite affronter les vents fantastiques des pampas uruguayennes et argentines qui peuvent emporter les avions comme de simples fétus de paille. Enfin, lorsqu'on sera parvenu à Buenos Aires, Argentine, il restera à vaincre la muraille des Andes dont la chaîne culmine presque sans arrêt à près de 5000 mètres d'altitude. De grands noms, comme ceux de Jean Mermoz, de Henri Guillaumet et d'Antoine de Saint-Exupéry, vont là aussi jalonner ses conquêtes. Mais les appareils ne sont pas en reste. Ils ne cessent de se perfectionner et leur performance ne cesse de s'accroître. Un premier courrier 100% aérien transporte, en mai 1930, 120 kg de lettres entre Toulouse et Santiago du Chili en un temps record, 4 jours et demi. Le rêve de Pierre Latécoère est devenu en 12 années d'efforts et de sacrifices réalité. Toutes les difficultés ne sont cependant pas vaincues. La montagne, la pampa, l'océan prennent parfois leur revanche. Henri Guillaumet, pris dans une tempête de neige en plein cœur des Alpes, ne devra qu'à son courage de survivre. Et Jean Mermoz, après tant de pannes et d'accidents, mourra en décembre 1936, perdu au-dessus de l'Atlantique. Voilà. Alors, donc, je vous propose de réfléchir à certaines questions. Alors tiens, je vous demande de me citer quelles sont... la question 8, on commence par la question 8, et je vous demande de... Alors, bien, tout ceci, bien sûr, se fait dans le cahier du jour, hein, d'accord ? Voilà. Donc la date, si vous commencez par la lecture, hein, donc nous sommes le vendredi, je le fais avec vous, hein, vendredi 24 avril. Hop, je souligne. Je saute 2 lignes. Alors, lecture. 2 points. L'aéropostale. Lecture, l'aéropostale. Voilà. Alors tiens, on commence par la question 8. Bon, c'est pas très logique, mais on vous demande de me nommer 3 aviateurs un petit peu célèbres. Voilà. Alors il y a 4 noms qui sont cités dans le texte. Je vous demande de m'en citer 3. D'accord ? Alors oui, tiens, on va dire que c'est la question... Alors moi j'ai mis question 8. On saute une ligne. D'accord ? J'ai mis comme ça, hein. Les 3 hommes courageux ou les 3 aviateurs, vous pouvez mettre les 4 hein, si vous souhaitez, les 3 aviateurs sont, etc. Ok. Ensuite, je propose la question... Ah oui, comment reconnaissait-on les lettres expédiées par avion ? Il y avait sur l'enveloppe, il y avait quelque chose. Alors ça, c'est la question 4. D'accord ? Donc, question 8 et question 4. Allez, moi j'en ai une petite en plus. Alors on va dire que c'est la question Monsieur Pépin. Alors écoutez bien, je vous la pose à l'oral. Quelle est la barrière naturelle ? Alors regardez la carte, hein. Buenos Aires, on est en Amérique du Sud, c'est la capitale de l'Argentine, hein, vous voyez ici, tout au sud. Pas tout à fait au sud, hein, mais on est, parce que la carte est coupée, on a un agrandissement un petit peu. Entre Buenos Aires et Santiago du Chili qui est la capitale du Chili, il y a une barrière naturelle, géologique. Voilà, est-ce que vous pouvez me donner son nom ? Ça, c'est la question que je vous pose. Et puis pour finir, il y a la question d'écoute. Je vous demande de me citer les 4 choses que j'ai transformées, bien sûr, dans ce texte. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous dis à tout à l'heure pour
l'autre, la partie, notre vidéo sur le français, ou alors en mathématiques, ou alors cet après-midi pour les corrections. Voilà.